Ce soir, les conservateurs de Pierre Poilievre passent à la CAQ. Ils promettent d'abolir la TPS sur les maisons neuves de moins d'1 million s'ils sont élus. Une mesure qui coûterait 16 milliards de dollars. Nous recevons le conservateur Pierre Paulus. Jour J pour Justin Trudeau. Les dissidents de son parti lui avaient donné jusqu'à aujourd'hui pour qu'il décide de son avenir. La réponse ne s'est pas fait attendre. Le premier ministre reste. Mais est-il prêt pour une campagne électorale? Réussira-t-il à fouetter ses troupes? Peut-il encore surprendre malgré des sondages défavorables? Paul Wells, chroniqueur et écrivain, répond à ces questions. Et le premier ministre de la Nouvelle-Écosse prend tout le monde par surprise et déclenche des élections avant la fin de son mandat. Pourquoi? Yvon Grenier, professeur à l'Université Saint-François-Xavier, nous aide à y voir plus clair. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'Essentiel. Ici Catherine Lafrance en remplacement d'Esther Bégin. Les conservateurs passent en mode électoral et font des promesses. Pierre Poilievre a annoncé aujourd'hui que s'il était élu, il abolirait la taxe sur les maisons neuves de moins d'1 million de dollars. Qu'aujourd'hui, j'annonce qu'un gouvernement conservateur basé sur le gros bon sens va éliminer la taxe de vente sur les nouveaux logements de moins d'1 million de dollars. Donc, au Québec, un logement typique de 500 000 va être 25 000 moins cher, économisant 1 300 en paiement hypothécaire par année. Mais c'est une mesure qui coûterait cher, toutefois 16 milliards de dollars en manque à gagner. Les conservateurs voudraient également inciter les provinces à faire de même. Comment? Nous allons poser la question au conservateur Pierre Paulus. Alors, M. Paulus, bonsoir. Bonsoir. La mesure que vous présentez entraînerait un manque à gagner de 16 milliards de dollars, comme le dit votre chef aujourd'hui, si je ne m'abuse, en conférence de presse. Alors, vous iriez chercher ou récupérer cet argent-là où? Bien, premièrement, il y a des programmes d'infrastructure qui ont été mis en place actuellement par le gouvernement libéral. C'est de l'argent. Il y a un fonds qui reste 3,3 milliards qui ne sert pas, dans le fond, au développement, à la construction. C'est de l'argent qui sert plus aux municipalités et à augmenter, des infrastructures gouvernementales. Il n'y a pas vraiment d'efficacité. Donc, pour nous, la mesure qui est annoncée aujourd'hui d'enlever la TPS sur l'achat d'un condo ou d'une maison, d'1 million et moins, c'est une mesure directe. C'est les personnes, les acheteurs qui bénéficient directement de cette mesure-là. Alors que les autres programmes actuellement, c'est beaucoup plus les machines gouvernementales, municipales et provinciales qui ont l'argent puis qui aboutissent pas à faire des projets réels pour les citoyens. Bon, mais si vous allez chercher de l'argent dans des programmes existants, oui. Quand ces programmes-là seront terminés, quand ils arriveront à la fin de leur vie utile, vous irez, qu'est-ce que vous ferez à ce moment-là? Il y aura toujours un manque à gagner. Parce qu'il y a un revenu également. Il ne faut pas oublier que la mesure, actuellement, le coût de la mesure est compensé également par un revenu sur l'impôt généré par la construction. Lorsque les contracteurs, les gens qui vont construire, ils vont payer des impôts sur les ventes qu'ils vont faire. Donc, ces impôts-là vont compenser le manque à gagner. Donc, on a calculé qu'il y aurait un équilibre entre la dépense occasionnée et un revenu potentiel avec un développement supplémentaire via les impôts payés par les contracteurs. Bon, alors, puisqu'on parle des contracteurs, comment vous pouvez être sûr que ce sont, en bout de ligne, les acheteurs qui vont bénéficier de cette mesure-là et que ce ne seront pas les contracteurs, les constructeurs qui vont augmenter les prix à la hauteur de la TPS? Bien, ça, les gens, justement, c'est parce qu'à un moment donné, il faut que les contracteurs décident, c'est quoi, au bout de la ligne, c'est de vendre plus d'unités de logement. Donc, l'objectif, c'est d'avoir plus d'unités de logement, d'avoir des citoyens qui ont plus de moyens pour acheter, en économisant, par exemple, 5 qui est l'équivalent de la TPS. Mais si les contracteurs augmentent les prix en conséquence, on va rester au même point. On n'aura pas de développement. Donc, je pense que c'est à l'avantage de tout le monde de construire davantage, de garder un prix qui correspond au coût du marché et de permettre aux citoyens d'économiser la TPS sur l'achat d'un condo ou une maison neuve. C'est l'objectif qu'on a. Et on a également... C'est un programme qui existait déjà, mais à un plus bas niveau. Maintenant, les coûts ont tellement augmenté. C'est pour ça qu'on parle d'1 million, une résidence d'1 million et moins. Et 100 de la TPS. Il n'y aura pas de variation. C'est vraiment 100 des coûts qui vont être considérés par cette mesure-là. Et vous êtes convaincu que ce sont les acheteurs de ces maisons qui vont en bénéficier? À partir du moment où un promoteur dit, par exemple, je vous vends une unité de condo 500 000 et que c'est le prix du marché, c'est le prix qu'on vend. Là, maintenant, l'acheteur n'aura pas à payer une TPS de 25 000 sur cet achat-là, c'est clair. Si le promoteur monte son prix à 525 000 pour la même unité,
il n'y a pas avantage à faire ça. Je crois que l'important pour tout le monde, c'est d'avoir des acheteurs qui ont un bénéfice, de ne pas payer de taxes fédérales, de TPS, puis le promoteur, lui, de vendre des unités. Bon, alors, la crise du logement qu'on vit là, dans plusieurs provinces, à peu près partout au pays, c'est pas juste une question d'argent, c'est aussi qu'il manque des logements à peu près partout. Est-ce que vous pensez que votre mesure réglerait le problème? Bien, c'est toujours aussi de donner un avantage aux citoyens de pouvoir s'investir à acheter. Actuellement, le coût des logements est un facteur, et c'est pour ça qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue fédéral. La mesure que M. Poilievre a proposée aujourd'hui d'enlever la TPS, ça fait économiser jusqu'à 40 000 50 000 si on achète une maison de 1 million, mais exemple, une moyenne de 800 000 dans le marché canadien aujourd'hui, c'est rendu assez courant. D'économiser un 40 000 là, c'est une mesure incitative. On parle de l'équivalent de 2 200 par année en paiement de moins hypothécaire. Donc, ces mesures-là, quand ils additionnent, ça finit par donner de l'air aux citoyens qui ont besoin de moyens, parce que sinon, à chaque fois qu'on additionne des taxes, et il ne faut pas oublier aussi, dans le coût de construction, il y a énormément de taxes pour les promoteurs. Les promoteurs ont assumé, je pense, pour une unité, là, c'est jusqu'à 125 130 000 de différentes taxes qu'ils doivent payer, ce qui fait augmenter le coût au global. Donc, nous, de notre côté, en partant en enlevant la TPS, c'est déjà une mesure de base qui peut aider les gens à acheter. Mais c'est donc un incitatif pour l'acheteur. Mais est-ce que ça accélérerait la construction? S'il y a de la demande, c'est toujours une question d'offre et de demande. Là, à partir du moment où les acheteurs trouvent qu'il y a des moyens qui les aident à pouvoir acheter, ça va créer une demande. Là, à ce moment-là, les promoteurs vont pouvoir avoir des propositions de développement domiciliaire, soit des maisons, soit des condos, qui vont faire en sorte que c'est un marché. Mais le marché immobilier avance pas assez. Puis là, c'est pour ça que nous, on cherche des moyens d'accélérer. Et comme je disais au début de l'entrevue, c'est pas en donnant des subventions à des gouvernements qui vont juste créer de la bureaucratie que ça fait avancer les choses. Il faut aller directement vers le consommateur et c'est pour ça qu'on a une mesure comme ça. Alors, c'est une mesure fédérale, évidemment, mais M. Poilievre a aussi dit qu'il allait inciter ou encourager les provinces à faire la même chose, à abolir leur part de taxes ou leurs taxes propres. Mais pourquoi les provinces se priveraient de cet argent-là, de ces revenus-là? Les provinces vivent le même problème d'un point de vue national. On a un problème de logement. Donc, on doit tous travailler ensemble à trouver des solutions pour le logement. Si la mesure de la TPS est une solution très avantageuse, de rajouter au niveau des provinces, comme au Québec, on a 9,50 9,75 de TVQ. C'est un gros morceau. Si jamais le Québec en disait « je vais en faire la moitié, je vais prendre un 5 de ma TVQ, je vais la donner en rabais », ça donnerait 10 au total. Donc, c'est des mesures qui font en sorte qu'on va accélérer la construction parce qu'il va y avoir de la demande s'il y a des mesures incitatives pour les citoyens. Tous les observateurs de la scène politique ont l'impression que les conservateurs sont en campagne déjà. Est-ce qu'il y aura d'autres annonces qui seront faites bientôt dans les prochaines semaines? On en fait régulièrement. Souvent, on nous taxe d'avoir juste des slogans, mais il faut se rappeler que M. Poilievre, l'année passée, a déposé sur un projet de loi de 32 pages pour la construction. Il y avait différentes mesures là-dedans. Ça ne s'est pas trop parlé. Quand on est dans l'opposition, souvent, on doit malheureusement attendre d'arriver dans des périodes plus électorales pour avoir plus l'attention des gens. Là, aujourd'hui, M. Poilievre a mis clairement une position claire. On va en avoir d'autres, que ce soit au niveau économique, au niveau de la sécurité publique. Il y a différentes mesures qui vont être annoncées, mais en même temps, les campagnes électorales servent aussi à dévoiler vraiment notre plan global. Vous ne pouvez pas jeter toutes vos cartes sur la table c'est ça. Merci, M. Paulus. Merci. On peut dire que c'est le jour J pour le premier ministre Trudeau. Les députés dissidents de son parti lui ont donné jusqu'à aujourd'hui pour leur dire formellement s'il restait ou s'il partait. On sait déjà qu'il a l'intention de rester, il l'a dit. Alors, qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? Nul ne le sait. On est aussi à la veille de l'ultimatum lancé par le Bloc québécois qui menace de faire tomber le gouvernement. Alors, pour toutes ces questions, je reçois Paul Wells, observateur de la politique fédérale, chroniqueur et écrivain, auteur notamment du livre « Dans les câbles » sur, justement, l'ascension de M. Trudeau au sein du Parti libéral et par la suite vers le pouvoir. Alors, bonjour Paul. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé la semaine dernière? Est-ce que les dissidents ont eu le sentiment d'obtenir ce qu'ils voulaient, ce qu'ils étaient venus chercher? Non, pas du tout. Le problème, c'est qu'il n'y avait aucun mécanisme pour forcer un choix du parti ou même un choix personnel de Justin Trudeau de rester ou de quitter. Il n'y a aucun vote prévu et donc tout ce qu'il pouvait faire, c'était en quelque sorte de supplier M. Trudeau de partir. Lui, ne s'attend pas de partir, donc il ne partira pas. Et je pense que la réponse était assez évidente
dans le moment, au sein même de la réunion de caucus la semaine passée, et je pense que toute cette histoire d'un ultimatum pour le 28 octobre, c'était un peu pour sauver la face. Tout le monde savait qu'il n'en était rien. La décision est prise. Ah, c'est final. Bon. Alors, revenons sur les raisons pour lesquelles ils ont demandé la démission, finalement, du premier ministre, ou qu'ils lui ont demandé de parler de ses intentions. Est-ce qu'on sent que c'est vraiment une grogne dans le parti quant à la façon de gouverner, ou c'est à cause des perspectives électorales qui ne sont pas très bonnes pour les libéraux? Je pense que c'est essentiellement les sondages. Les libéraux tirent de l'arrière. Ça ne change pas depuis bientôt 2 ans, et surtout depuis l'été 2023. Et donc, si on rapporte le chiffre global aux résultats prévus dans les différents comtés, la grande majorité des députés sortants libéraux s'en vont vers la défaite. Ils le ressentent, ils l'entendent lorsqu'ils rentrent dans leur comté, et ils veulent faire tout ce qu'ils peuvent pour changer la donne. Et le plus évident, c'est de changer de chef. Et donc, c'est pas plus compliqué que cela. Bon, alors, mais maintenant, M. Trudeau reste. Il aura à aller en campagne, vraisemblablement, à un moment donné ou un autre. On ne sait pas exactement quand. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va pouvoir... Qu'est-ce qu'il y aura comme argument pour essayer de convaincre les Canadiens? Il va dire à peu près la même chose qu'il a dit lors des 3 dernières élections, c'est-à-dire le Parti libéral, c'est le parti de l'avenir, c'est le parti du progrès, c'est le parti qui est là pour soutenir les efforts des Canadiens, et les autres, ils n'existent que pour couper, dénigrer, réduire le Canada. Son problème, c'est qu'il y a de moins en moins de monde qui croit en ce discours-là, mais il n'en a pas un autre. Et que ce discours est vague aussi, quand même. Oui, tout à fait. Et ça réduit à peu près toutes les questions de la politique publique à une espèce de référendum sur la personnalité, la crédibilité et la bonne volonté de Justin Trudeau. Et tout ce qu'on peut lire dans les sondages, tout ce que j'entends dans mon entourage, c'est que il n'y a personne... pas de personne. Il n'y a pas assez de Canadiens, pas assez d'électeurs qui croient en cette idée selon laquelle le Parti libéral est plus porté vers l'avenir que le Parti conservateur et les autres. Est-ce qu'il va devoir faire des changements importants? Je ne sais pas, par exemple, couper la taxe sur le carbone, qui est impopulaire à certains endroits, par exemple. Nous vivons à une époque où le pouvoir est trop concentré dans la personne du chef. Il va faire ce que bon lui semble. Il ne va pas faire ce qui ne le tente pas. Il a fait des changements. Il a amené des changements importants dans la politique de l'immigration la semaine passée, comme à plusieurs reprises auparavant. Il a amorcé un grand virage dans sa politique pro-immigration depuis bientôt 6 ou 8 mois. C'est parce que la question était moins importante pour lui, Justin Trudeau. La question de la taxe carbone est capitale pour lui. Ça fait partie même de son l'image qu'il se fait d'un leader de l'avenir. Donc, il ne le changera pas. Il n'y a personne, mais personne qui peut lui forcer la main. Donc, le choix du chef, le choix de politique, ça revient au chef et à personne d'autre. Et ce qu'on voit depuis la semaine passée, c'est que les quelques 2 douzaines de dissidents ont dû l'apprendre sur le tard. Parce que tout le monde, à part eux, le savait déjà. Bon. Mais si la soirée électorale ressemble au dernier sondage, ça risque d'être très difficile pour les libéraux. Est-ce qu'ils vont en tirer une leçon? Est-ce qu'ils vont changer des choses fondamentalement dans le parti? Vous disiez justement que pour l'instant, c'est le parti d'un seul homme. Est-ce que ça pourrait changer, ça? Je vois mal ce qui pourrait changer parce que à peu près tous les prétendants actuels sont issus du mouvement Trudeau. C'est-à-dire, ce sont des gens qui partagent la même vision économique, la même vision environnementaliste sur la réconciliation avec les Autochtones et tout le reste. Donc, il peut y avoir des nuances de style. Mais sur le fond, à mon sens, un champagne vaut une jolie qui vaut une Anand qui vaut une Freeland. Il y a
Est-ce que ça vaut pour chef de bureau aussi? Cathy Telford, est-ce que ça va jusque-là? Non. Je suis presque certain que la carrière de Mme Telford finira le même jour que la carrière du chef. Mais je m'attends à ce qu'un prochain chef de cabinet soit quelqu'un qui a gagné ses lettres de noblesse aux côtés de Mme Telford et qui partage à peu près le même style. Le Parti libéral est ce qu'il est. Et ceux qui l'aiment beaucoup, ceux qui l'aiment moins, mais il y a beaucoup moins de diversité d'opinions et de styles dans le Parti libéral sous Justin Trudeau qu'il y en avait alors que Jean Chrétien était chef, ou Lester Pearson, ou Pierre Elliott Trudeau. C'est un parti beaucoup plus monotone et qui aura donc de la difficulté à changer de vision et de direction une fois le chef parti. Vous vous êtes beaucoup penché sur Justin Trudeau, la personne, l'homme. Vous avez écrit ce livre là, que vous avez à côté de vous, qui traduit cette semaine dans les câbles. La version originale est sortie au printemps et à ce moment-là, on avait l'impression déjà que M. Trudeau était dans les câbles. C'est encore plus le cas aujourd'hui. Est-ce que ça vous étonne qu'il soit aussi tenace, qu'il reste en place contre vents et marées? Pourquoi est-ce que j'ai écrit tout un essai autour de cette image de Justin Trudeau dans le ring de boxe? C'est parce que à ce moment-là, il y a 12 ans, lorsqu'il a fait ce match de boxe contre Patrick Brazeau, à peu près tout le monde lui donnait perdant. Et pourtant, il a surpris, et pourtant, il a gagné. Et c'est comme ça qu'il a gagné l'élection de 2015, au début duquel il était, et les libéraux étaient en 3e place, et pourtant, il a réussi à gagner. Pour lui, c'est en quelque sorte le métaphore moteur de son action politique. C'est un battant, c'est ça que vous dites? Oui, mais c'est plutôt un survivant par accident. Tout le monde me donnait perdant et pourtant j'ai gagné. Et c'est très séducteur comme image parce que, à un moment comme le moment qu'on vit actuellement, où tout le monde dit qu'il fait fausse route, il n'offre pas une option attrayante pour les électeurs, lui peut se dire « j'ai déjà entendu ça ». Tout le monde a déjà dit cela. Je n'ai pas à changer ce que je fais ou comment je le fais. Tout ce que j'ai à changer, c'est d'attendre quelques heures ou semaines ou mois et les autres verront qu'ils avaient tort. La faute, c'est la faute des autres parce qu'ils ont une mauvaise perception de la chose. Ils ne comprennent pas encore que j'ai toujours eu raison. C'est pas une façon de voir les choses qui incite à l'introspection. Ça incite à la patience en attendant que vous et moi, on apprenne encore une fois qu'on avait toujours tort. C'est pour ça qu'ils ne changent pas. Mais est-ce que vous croyez, et là, en tout respect évidemment pour M. Trudeau, mais est-ce que vous croyez qu'il va à la fin, là, complètement, qu'il va rester, quitte à être le dernier en poste, à éteindre les lumières avant de partir et à fermer la porte du bureau, comme on dit, ou vous pensez qu'il prépare quand même, d'une certaine façon, quelque part, un plan de sortie? Le choix, comme j'ai dit, la semaine passée, tous les dissidents lui ont supplié de partir, mais le choix revient au chef. Ce qui veut dire, en fin de compte, que le vrai choix revient aux électeurs. Lui va partir lorsque nous lui annoncerons que c'est le temps de partir après un échec électoral. Et que ce match-là, il ne l'aura pas gagné. Oui. D'ici là, il attend le rendez-vous final, comme il a déjà entendu les autres rendez-vous dans son passé. Alors, vos prédictions? Qu'est-ce qui va se passer au cours des prochains mois? Je suis très souvent surpris. Je suis de moins en moins porté à offrir des prédictions. Mais j'ai écrit ce livre parce que je pensais qu'il resterait comme chef. Et jusqu'à ce matin, j'ai toujours raison. Alors, en voilà une prédiction qui s'est réalisée. Je m'attends à ce qu'il soit chef aux prochaines élections. Et quand on sort de ces élections-là, ça revient aux électeurs, pas à moi seul. Merci beaucoup, Paul Wells. Merci, je vous en prie.
Les électeurs de la Nouvelle-Écosse iront aux urnes le 26 novembre prochain. Le premier ministre sortant, le conservateur Tim Houston, a pris tout le monde par surprise et a déclenché ces élections 9 mois avant la fin de son mandat. Il a invoqué notamment le fait qu'il était temps, tout simplement, de donner à la population la possibilité de voter de nouveau. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Nous posons la question à Yvon Grenier, professeur de sciences politiques à la chaire Jules Léger de l'Université Saint-François-Xavier. Bonsoir, Monsieur Grenier. Bonsoir. Alors, le fait que les élections fédérales auront lieu dans un avenir proche, on peut dire ça comme ça, a aussi certainement été une des raisons invoquées. Est-ce que tout ça justifie le déclenchement des élections à ce moment-ci? Ben, écoutez, les partis d'opposition, très certainement, beaucoup d'observateurs pensent qu'il n'y a pas de justification parce qu'il y a maintenant une loi qui a été adoptée d'ailleurs par ce gouvernement Houston en 2021. On était la dernière province, en fait, à adopter une loi qui fixe les élections et dans notre cas, c'était le troisième mardi de juillet après 4 ans. Alors maintenant, c'est presque 9 mois avant la date que lui-même a choisie d'ailleurs. Alors, les deux justifications qu'il a données, à mon avis, et de l'avis de plusieurs, sont un petit peu cousues de fil blanc, si vous me permettez l'expression. La première étant qu'il y aura peut-être des élections fédérales en même temps en juillet prochain, ce qui est vraiment très bizarre, disons, comme argument. On ne sait pas vraiment quand les élections fédérales vont venir, mais de toute façon, s'il y a une date qui est déjà à peu près prévue, ça ne serait pas la mi-juillet. L'autre, c'est qu'il y a des projets très ambitieux. Il voudra avoir un nouveau mandat. Ça rappelle un peu ce que Justin Trudeau avait invoqué en 2021, mais Trudeau, au moins, avait l'excuse d'avoir un gouvernement minoritaire. M. Houston, un gouvernement très majoritaire, 34 membres de l'Assemblée sont de son parti sur 55. Alors, et l'idée selon laquelle il y aurait besoin d'un mandat plus clair pour dépenser de l'argent, c'est un peu une particularité peut-être de la Nouvelle-Écosse, mais le Parti conservateur de la Nouvelle-Écosse n'a aucun problème, ne se fait pas beaucoup de petites gênes pour dépenser de l'argent, soit dans le budget ou en dehors du budget. On n'a qu'à lire les rapports de, je ne sais pas, l'Institut Fraser, par exemple, ils n'ont pas M. Houston en odeur de sainteté. Alors, s'il veut dépenser plus d'argent pour le logement et pour le coût de la vie, il aurait très, très, très bien pu le faire avec le mandat très robuste qu'il a déjà. Alors, à mon avis, et de l'avis de plusieurs, il va devoir expliquer un peu mieux pourquoi il croit que 9 mois avant la date prévue est nécessaire, non seulement pour lui et son parti, mais pour la Nouvelle-Écosse. Mm-hmm. Est-ce que s'il avait attendu, c'est à la fin de ce mandat-là, est-ce qu'une éventuelle victoire des conservateurs, ça avait lieu à Ottawa, aurait eu un impact sur sa propre campagne? Oui, alors là, on explore un peu peut-être les vraies raisons. Et on pense que les vraies raisons sont justement qu'il a un peu, son parti, son gouvernement, un peu le vent dans les voiles dans les sondages. Ça a baissé un petit peu, mais c'est quand même assez robuste. Alors, il s'est dit pourquoi pas en profiter. La raison, d'ailleurs, numéro 1 pour laquelle il disait que ça nous prend des élections fixes pour que le gouvernement ne puisse pas avoir cet avantage sur les partis d'opposition de décider quand bon lui semble, quand déclarer les élections. Et puis aussi, l'autre chose, c'est que évidemment, il veut se servir de la piñata Justin Trudeau. Ça, c'est tout à fait clair. D'ailleurs, il en parle constamment de Justin Trudeau. Il associe le Parti libéral de la Nouvelle-Écosse avec Justin Trudeau, en particulier sur la taxe carbone, alors que le Parti libéral de la Nouvelle-Écosse est opposé à la taxe carbone. Alors, il est tout à fait évident pour moi qu'il essaye de tirer avantage de la présence de Justin Trudeau. Et sa présence, bon, on ne sait pas que ça va durer jusqu'à quand, mais ça peut arriver presque n'importe quand. Alors, je pense que c'est effectivement une raison que lui et ses proches ont considéré pour prendre cette décision-là d'avoir des élections le plus tôt possible. Est-ce que vous pensez que c'est risqué? Oui, je pense que c'est risqué pour plusieurs raisons. La première, ça me rappelle un peu le gouvernement précédent d'Ian Rankin avait déclaré les élections un peu à l'avance. À l'époque de COVID, alors on pensait qu'on pouvait profiter de la situation. Ça a été le cas dans certaines provinces, mais ça n'a pas fonctionné en Nouvelle-Écosse. Il a perdu ses élections, M. Rankin. Je suis pas en train de dire que M. Houston va perdre ses élections, mais il va devoir s'expliquer. Et aussi, il y a eu quand même une petite controverse au sujet d'un pamphlet qui envoyait 150 000 foyers ou quelque chose comme ça en Nouvelle-Écosse, dans la question, un pamphlet du gouvernement de la Nouvelle-Écosse, pas du Parti conservateur, mais qui vraiment encense les performances du gouvernement en santé. Il y a énormément de photographies de notre très souriant premier ministre dans cette brochure-là. Et je pense qu'il croit
que effectivement, c'est ce que les gens pensent, et c'est peut-être vrai d'ailleurs, je questionne pas là-dessus. Simplement, c'est que la santé publique, c'est quelque chose de très compliqué. Il y a beaucoup d'indicateurs, puis c'est vrai qu'il peut y avoir des indicateurs qui montrent que le gouvernement a bien performé, qui c'est qu'il y a beaucoup plus dépensé, qu'il y a eu quand même une certaine créativité dans sa façon d'aborder le problème. Mais on a quand même 2 fois plus de Néo-Écossais qui n'ont pas de docteur de famille qu'il y a 3 ans. Alors ça, les partis d'opposition vont l'invoquer. Alors sur cette question-là, je pense que c'est pas aussi clair qu'il ne semble le croire, que c'est vraiment une bonne façon de lancer la campagne en invoquant ces succès-là. Et la dernière chose que je dirais, c'est que dans notre système électoral, parfois le parti qui gagne une très confortable majorité, comme ça a été son cas, ne sont pas nécessairement aussi populaires que en regardant simplement la carte électorale avec les couleurs là, des circonscriptions, parce que lors des dernières élections, lorsqu'il a été élu, il y avait un peu plus de 38% des voix. Les libéraux avaient un peu plus de 36% des voix. Donc, en fait, moins de 2% de différence. Le NPD avait un peu plus de 20% des voix. Le vote conservateur est très concentré en dehors des villes. Puis les villes en Nouvelle-Écosse, donc il y a une grande ville, c'est Halifax, et la deuxième où le NPD a du succès, c'est à Sydney, mais c'est une ville de 35 000, 40 000 habitants environ. Alors c'est pas une grande ville. Je sais que vous êtes en Ontario, là, vous allez pas. Mais en dehors de ces centres urbains-là, le NPD a de la difficulté. Le Parti conservateur, c'est l'inverse. Il y a de la misère à se faire élire dans les villes. Oui. Alors, je pense qu'il y a une certaine fragilité qui est sous-entendue un petit peu dans la situation électorale en Nouvelle-Écosse, même si effectivement il y a une belle majorité. Puis effectivement, les sondages, d'une façon tout à fait crue, là, lui donnent raison que s'il y avait des élections le même matin, il y aurait des bonnes chances de gagner. Mais une campagne, c'est quand même un mois. Des choses peuvent se passer durant un mois, comme c'est une campagne aussi. Exactement. Alors, je pense que c'est pas dans le sac autant qu'il semble le croire. Mm-hmm. Oui, effectivement, il y a quelques grandes villes en Ontario. Par ailleurs, est-ce que les libéraux seront l'ennemi à abattre? Vous l'avez évoqué, mais je vous pose la question plus précisément. Oui, ben écoutez, évidemment, ce sont les 2 partis d'opposition. Le Parti néo-démocrate a été au pouvoir une fois. En Nouvelle-Écosse, c'est un parti quand même important qui compétitionne avec les libéraux dans les villes, justement, mais aussi, c'est-à-dire les libéraux ont un peu plus de succès en dehors des villes. Le Parti libéral a un chef qui est nouveau puis qui ne l'est pas en même temps. Il a été élu pour la première fois en 2010. Il a participé comme ministre dans 2 administrations consécutives là, libérales. Donc, il est dans le paysage depuis un bon bout de temps, mais il va devoir se réintroduire parce que c'est le nouveau chef. Donc, c'est là où je veux en venir, c'est qu'il est chef seulement depuis 2022. Et puis, j'ai comme le sentiment que les Néo-Écossais ne le connaissent pas nécessairement très bien. Alors ça va être un défi pour les libéraux, certainement. Et le NPD, c'est ici, oui, M. Zach Churchill. Puis le NPD a une nouvelle chef qui, elle, est véritablement un peu plus nouvelle dans la catégorie des nouveaux chefs, là. Et puis, je pense que c'est une politicienne de talent qui va certainement donner du fil à retordre aux libéraux à Halifax et peut-être à Sydney aussi. Alors, c'est un peu, je veux dire, le vote non conservateur est divisé en 2. Mais traditionnellement, en Nouvelle-Écosse, évidemment, l'ennemi numéro 1, l'adversaire, je devrais dire, numéro 1 du Parti conservateur et vice-versa, c'est bien entendu le Parti libéral. Les libéraux. Merci, M. Grenier, d'avoir répondu à nos questions. Ça va être intéressant de suivre cette campagne. Merci. Tout à fait. Merci à vous. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 28 octobre sur la colline parlementaire à Ottawa. Ici Catherine Lafrance en remplacement d'Esther Bégin. Je vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Bonne soirée et à demain.